Bonjour, Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 17 ans et je suis élève à l'école européenne de Bruxelles 3. Je suis ici avec mon meilleur ami Noé. bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Noé Kélius et tout comme Thibaut, je suis élève à l'école européenne de Bruxelles 3. Thibaut et moi avons quelque chose en commun. Vous pouvez penser à une multitude de choses, mais en réalité, c'est bien plus insolite que ça. Thibaut et moi avons doublé 2 fois durant notre scolarité, dû à nos problèmes d'apprentissage. Et cela nous a énormément rapprochés, contrairement à maintenant. Et on a dû du coup penser à faire ce TEDx. Laissez-nous d'abord Laissez-nous d'abord présenter notre parcours. Je laisse Thibaut commencer. Alors moi, je suis né en Belgique, où je passe mes 2 premières années de ma vie. Après ça, je déménage au Zimbabwe. Et je fais ma première, deuxième maternelle en français. Et ma troisième, troisième maternelle, je la fais en anglais, à l'école internationale de Raré. Et toi Noé, tu faisais quoi en maternelle? Alors moi, Thibaut, contrairement à toi, je n'étais pas en Afrique. J'étais en France, et plus précisément dans le nord de la France, auquel j'ai vécu les 3 premières années de ma vie. Dès le début, mes parents remarquent quelques petits soucis avec moi. Par exemple, j'avais du mal à articuler des mots pourtant très simples. Le temps avance, je fais ma première, deuxième maternelle toujours en France, mais mon langage n'évolue pas. Mon ancienne pédiatre dit à mes parents juste de patienter. L'année suivante, je fais L'année suivante, j'emménage à Bruxelles et je fais ma troisième année de maternelle. Ma nouvelle enseignante remarque mes problèmes d'apprentissage et de langage et celle-ci m'emmène vers une logopède, mais sans succès. À la fin de l'année, on m'annonce que je dois doubler, car mon niveau est jugé insuffisant, ce qui est quelque chose de pas très commun de doubler en maternelle. Je refais mon année et vers la fin de l'année, mes parents m'emmènent faire des tests de langage dans des hôpitaux. Et on va dire que les résultats sont catastrophiques. L'hôpital détecte des lourds problèmes d'apprentissage, qui se caractérisent par des problèmes de mémoire audito-verbale, qui se caractérisent par des problèmes de mémoire audito-verbale et qui se définit par des problèmes d'articulation et au cerveau d'encoder des sons. L'hôpital poursuit son analyse et conseille mes parents de m'inscrire dans une école de type 8. Les écoles de type 8 sont des écoles où il n'y a que des enfants avec des problèmes et pas d'enfants entre guillemets normaux. Et l'hôpital finit son analyse par dire à mes parents d'abandonner tout espoir de me voir dans une école classique. Moi, je rentre en première primaire, toujours au Zimbabwe. Je fais ma première deuxième primaire en anglais. À la fin de deuxième primaire, j'apprends que je dois rentrer en Belgique. Je rentre en Belgique et mes parents me trouvent une place dans cette école, l'école européenne de Bruxelles 3. Malheureusement, l'école refuse de m'accepter dans la section anglaise, car mes 2 parents ont comme langue maternelle le français. J'arrive donc en troisième primaire, sans savoir lire ni écrire le français. Et ton enseignante était au courant de ce manque? Alors non, la direction n'avait pas mis en courant le corps d'enseignants que je ne savais ni lire ni écrire en français. Donc l'aide a pris énormément de temps à arriver et j'étais un peu stéréotypé comme l'élève bête, Un peu un bizarre. peu bizarre. Mes parents écoutent l'hôpital et m'inscrivent dans une école de type 8, celle de l'école Jolibois, auquel j'y fais mes 2 premières années de primaire. Les progrès sont fulgurants. En l'espace de 3 mois, j'apprends à lire et à écrire, ce qui était quelque chose de très compliqué pour moi auparavant. L'année suivante, je finis ma deuxième année de primaire et je rejoins par la suite l'école européenne de Bruxelles 3, ce qui était pour moi une victoire, car d'autant plus des médecins ont précisé que jamais je n'y arriverais à rejoindre une école classique. Mais malheureusement, je suis obligé de refaire ma deuxième année de primaire, car je ne parlais aucun mot d'anglais. Moi, je rentre en quatrième primaire, toujours à l'école européenne. Et là, on découvre les problèmes. Je suis dysgraphique, dyslexique, orthographique.
Pourtant, je passe quand même l'année, et j'arrive en cinquième primaire. Et c'est là où les vrais problèmes commencent. À la fin de l'année, j'ai un mois d'absentéisme. Pendant un mois, je n'arrive pas à aller à l'école. Je passe quand même l'année. On arrive en première secondaire, et là, on se rencontre. On se rend compte, c'était la belle vie, on jouait à Minecraft, il n'y avait pas vraiment de gros soucis. La vie était belle. La vie était belle. Mais malheureusement, même si cette vie était très belle, à la fin de l'année, mes problèmes recommencent, et je requitte l'école pendant 2, 3 mois. 2, 3 mois environ. Effectivement, c'était assez inquiétant pour nous, les amis de Thibaut, car on n'était pas du tout informés de ce départ et de la raison de ce départ. Moi, en première secondaire, je n'osais pas dire à mes copains, j'ai peur d'aller à l'école, j'arrive pas à aller à l'école. Encore une fois, je passe l'année in extremis et j'arrive en deuxième secondaire, où là, je reste seulement une semaine et tout de suite je quitte l'école. Mes parents sont alors affolés, ne savent pas trop quoi faire, et ils décident de me mettre à l'hôpital, où je passe 2 semaines, de jour et de nuit. Et après ça, je passe le reste de mon année dans l'hôpital de jour à l'école. Pendant cette année, je revenais de temps en temps à l'école, une semaine comme ça. Une semaine ou deux, c'était tout le temps un moment assez festif pour nous, les amis de Thibaut, de le revoir parmi nous à l'école. Mais malheureusement, une fois que l'adrénaline redescendait, mes problèmes remontaient et je requittais l'école. Je double alors cette année, mais à la fin de l'année, j'ai toujours l'envie de revoir mes copains et de pouvoir revenir avec l'européenne. Donc je décide de refaire la S2. Je fais ma S2 sans vrai souci, et arrivé en S3, rebelote, je reste que quelques jours et je requitte l'école. Mes parents, encore une fois, ne savent plus quoi faire en pensant que l'école était derrière eux, et décident de me mettre dans une école. Et on trouve une école de jury centrale qui m'a donné comme espoir de pouvoir sauter l'année et rejoindre mes copains. Malheureusement, j'ai pas sauté l'année. J'en ai raté une encore. J'y suis resté 3 ans à cette école. Et l'année dernière, avec toujours l'envie de voir mes copains et revenir à l'école européenne, je suis revenu en S5. Et c'est avec ce lourd bagage qui est en grande partie derrière nous que nous pensons pouvoir aider d'autres personnes. Nous tenons tous deux à rappeler que chaque personne est différente et ce que nous allons expliquer ne convient peut-être pas à tout le monde. Cependant, la plupart des parcours se rejoignent sur certains points, tels que le problème du système de notation, le manque de formation des professeurs face aux élèves ayant des troubles d'apprentissage, et pour finir, le manque d'experts mis en place dans les écoles. Nous allons essayer de les aborder tout en offrant des solutions partielles. Nous ne sommes pas des experts, mais nous espérons pouvoir apporter une aide quelle qu'elle soit. Nous allons commencer par le problème de notation. Et si le problème n'était pas les notes, mais la façon de noter? Ce système de notation crée une compétition entre élèves qui met les élèves avec problème d'apprentissage hors jeu et qui stigmatise les élèves qui ont des problèmes d'apprentissage. Alors que peut-être cet élève aura autant travaillé pour un 6 que l'élève qui a un 8 ou un 9. Des essais ont été faits pour retirer ce système de notation, mais on s'est rendu compte que le système d'éducation revenait naturellement aux chiffres, car l'humain aime pouvoir se classer et savoir où il se place. Sur notre solution, Noé et moi avons des vues différentes. Pour moi, il faudrait complètement enlever le système de notation. Je sais que c'est une vue assez extrême, mais avec mon expérience, cela me paraît la plus juste. Pour ma part, je pense que la solution serait de changer la manière de comment on note. Et cela par le biais, par exemple, que les professeurs ont besoin d'en savoir plus sur l'état du niveau d'apprentissage de l'élève, afin de mieux le traiter et de lui fournir une notation plus adaptée. Et ceci joint notre prochain problème, le manque de formation des professeurs. Nous, Thibaut et moi avons eu l'occasion de poser certaines questions à Madame Nimax, qui est la psychologue de notre école. Elle a soulevé le manque de formation des professeurs et le manque du directif donné. Au début des années 60, l'école se démocratise et devient obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est avec cet afflux massif d'élèves que certains enseignants se rendent compte que certains élèves sont en échec systématique. Mais ces élèves sont alors classés comme cancres à la place d'être aidés. Fin des années 60, plusieurs études montrent que l'échec scolaire n'est pas seulement dû aux problèmes socio-économiques et que cette dernière ne joue pas forcément un rôle dans les performances scolaires. Les études portant sur l'école elle-même et ses liens avec la réussite des élèves se développent petit à petit. Fin des années 70, le corps enseignant s'accorde pour dire qu'il existe des problèmes d'éducation et il crée des formations. Malheureusement, peu de professeurs sont suffisamment formés.
C'est à toi. Selon nous, une des solutions. Selon nous, la solution serait d'augmenter le nombre d'heures de formation des professeurs. Cependant, Attends, excusez-moi, je me suis trompé. Selon nous, la solution serait d'augmenter le nombre de formations des professeurs sur le sujet des problèmes d'apprentissage. un professeur ne doit pas remplacer la place d'un expert. Ce qui nous amène à notre dernier problème, le manque d'experts dans les écoles. La primaire et la secondaire sont des périodes extrêmement cruciales pour le repérage et le traitement des troubles d'apprentissage. La présence des experts tels que les psychologues ou les logopèdes dans les écoles est assez rare, malgré les bénéfices de cette pratique. D'après un article de la RTBF écrit par Mathieu Bonnier, la présence des logopèdes et des psychologues dans les écoles permet une meilleure collaboration avec les professeurs, car ils peuvent communiquer entre eux, s'échanger des informations et évoquer des aménagements possibles pour les enfants ayant des troubles d'apprentissage. La solution. La solution est assez simple. Il faut des experts dans chaque école. Cette dernière solution aide en partie à la résolution des autres problèmes soulevés à l'instant. En effet, avoir un expert dans une école promeut une meilleure collaboration entre les enseignants. En plus que l'expert peut aider les élèves, il peut aussi conseiller les profs comment mieux noter et comment mieux aider l'élève. Pour finir, nous allons nous adresser aux élèves, aux enfants avec des problèmes d'apprentissage. On sait que c'est très dur. On sait que certains jours, on a juste envie de tout arrêter. On sait que les remarques des autres ne sont pas toujours faciles. Mais il faut s'accrocher, il faut croire en vous, il faut accepter l'aide qui vous est donnée, il faut accepter vos problèmes. Vous pouvez penser que vous n'allez jamais réussir à surpasser vos problèmes ou que le monde est contre vous, mais sans vouloir vous faire peur, c'est un peu le cas. Du coup, le seul moyen de s'en échapper, c'est de croire en vous et de poursuivre vos efforts. Vous avez devant vous un exemple vivant. Nos problèmes n'ont pas disparu, mais on en a fait une force. Et on a fait ce TEDx. Ça aurait été impossible il y a quelques années de faire ça. Et on aimerait, pour finir, remercier nos parents qui ont été la plus grande aide qu'on ait reçue. Merci papa, merci maman, Merci papa, merci maman, et merci à tous ceux qui sont venus nous écouter. merci beaucoup.